Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au sommaire de ce 19h. La tournée du ministre des Affaires étrangères au Moyen-Orient, Abdelkader Msahel, a remis à Manama un message du président Bouteflika au roi du Bahreïn. Avant Manama, le chef de la diplomatie algérienne avait transmis à Bagdad un message du président de la République à son homologue irakien Fouad Massoum. Au troisième jour de sa visite au niveau de la deuxième région militaire à Oran, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a notamment supervisé aujourd'hui l'exécution d'un exercice de tir avec missiles mer-mer. Dans ce journal aussi, le grand problème des transports à Tamanrasset. Nous parlerons notamment de la prolifération des taxis clandestins qui échappent à tout contrôle. Et puis, nous retournerons ce soir à Ehatoussen pour reparler de la forge et des forgerons. Nous nous intéresserons à l'histoire de ce métier dans la région et ce sera à la fin de ce journal. Pour commencer ce journal, les félicitations du président de la République au chef de l'État de Singapour à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le président Bouteflika a saisi cette occasion pour réaffirmer à son homologue sa volonté d'œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération qui lient les deux pays. Abdelkader Msahel à Manama ce mercredi en provenance de Bagdad dans le cadre de sa tournée arabe qu'il mène depuis plusieurs jours sur instruction du chef de l'État. Le ministre des Affaires étrangères a été reçu par le roi du Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa, à qui il a remis un message d'estime et de fraternité du président de la République. Le souverain bahreïni a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des relations bilatérales et exprimé sa disponibilité à renforcer la coopération. Des questions liées à la situation dans le monde arabe et la nécessité d'une redynamisation de l'action arabe commune pour faire face aux multiples défis que requiert une action coordonnée et concertée a été également au cœur de cette audience. Toujours à Manama, le chef de la diplomatie algérienne a eu un entretien avec son homologue bahreïni Khaled Ben Ahmed El Khalifa. Avant le Bahreïn, le ministre des Affaires étrangères a été reçu par le président irakien Fouad Massoum. Abdelkader Msahel lui a transmis un message de fraternité du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Pour le président Massoum, cette visite témoigne de la solidité des liens entre les peuples algériens et irakiens et l'attention qu'a toujours portée l'Algérie au règlement de la crise en Irak dans le respect de sa souveraineté et de l'intégrité de son territoire. L'audience a porté également sur la situation dans la région et les principaux défis auxquels est confrontée la nation arabe, ainsi que sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour y faire face. Abdelkader Msahel s'est entretenu hier avec son homologue irakien Ibrahim El-Jafari. Les deux ministres ont passé en revue l'état des relations bilatérales et les possibilités de leur renforcement. La rencontre a également porté sur certaines questions régionales et internationales d'intérêt commun. À cet égard, les deux ministres ont convenu de la nécessité de favoriser l'émergence de solutions politiques basées sur le dialogue et la réconciliation nationale aux crises et conflits qui affectent la région, ce qui a permis à Abdelkader Msahel d'exposer l'expérience algérienne en la matière. Toujours dans la capitale irakienne, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a visité la mosquée Cheikh Abdelkader El-Jilani, dans laquelle se trouve également le mausolée du Saint-Cheikh. Msahel a entendu à cette occasion les explications de l'imam de la mosquée sur le parcours du Cheikh El-Jilani, ainsi que sur les différentes installations que comprend ce mausolée, dont la bibliothèque édifiée il y a de cela plus de 8 siècles et qui contient des manuscrits uniques, notamment du Saint-Coran. Cette mosquée constitue un lieu de recueillement pour les nombreux adeptes de la Tariqa al-Qadiriya. C'est aussi un lieu visité par les touristes.
L'exécution d'un exercice de tir avec missile mer-mer et l'inspection de quelques unités au menu du troisième jour de la visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire au niveau de la deuxième région militaire à Oran. Amel Messaïd. Au niveau du polygone des forces navales relevant de la façade maritime ouest à Oran et en compagnie du général-major Saïd Bey, commandant de la deuxième région militaire, et du général-major Mohamed Al-Arbi Haouli, commandant des forces navales, le général de corps d'armée a suivi le déroulement d'un exercice de tir avec missiles mer-mer. L'exercice a été exécuté par l'équipage de la frégate Ar-Rada'. Ce navire est venu renforcer les forces navales en 2016 et ce dans le cadre du programme de modernisation et de développement de la flotte. Le but de l'exercice est de perfectionner la maîtrise des armements lourds des forces navales, notamment les missiles contre les bateaux de guerre, et de contrôler l'efficacité de l'armement acquis. Cet exercice s'inscrit dans le cadre de la réception finale de la frégate Ar-Rada' une fois sa performance opérationnelle confirmée. À la fin de l'exercice, le général de corps d'armée a suivi un défilé naval exécuté par les unités de la façade maritime ouest. Le général de corps d'armée a ensuite rencontré les cadres de la façade maritime ouest où il a prononcé une allocution d'orientation dans laquelle il a tenu à féliciter l'équipage de la frégate Ar-Rada' pour la bonne maîtrise des armes et des équipements dont ils ont fait preuve, saluant les grands efforts fournis au service du progrès du corps de bataille de l'armée nationale populaire et du développement de ses composantes en misant sur une ressource humaine compétente en mesure de faire face à tous les défis rencontrés. Afin de concrétiser cet objectif, nous veillons aujourd'hui à l'exécution de ce genre d'exercice naval avec des tirs réels afin de permettre à la composante humaine une parfaite adaptation avec les données et les exigences du travail professionnel qui à son tour requiert l'impératif de la parfaite concordance avec la nature des missions assignées en toutes conditions et circonstances, avec l'exigence de rendement individuel et collectif de qualité. Telle est la base du travail professionnel, de la continuité et de la concrétisation de la stratégie de conciliation efficace entre les impératifs d'emploi optimal du matériel moderne réalisé et les exigences requises en termes de préparation et d'instruction théorique et pratique, ce qui ajoutera sans aucun doute au rendement de notre corps de bataille, l'harmonie opérationnelle et la complémentarité dans le travail. Ensuite, le général de corps d'armée a écouté les interventions des éléments et leurs préoccupations qui ont toutes convergé vers leur immuable et éternel dévouement à l'armée nationale populaire et à l'Algérie. Avant d'assister aux exercices de tir, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, avait procédé à une série d'inaugurations au troisième jour de sa visite à la deuxième région militaire. D'importantes unités et infrastructures s'inscrivant dans le cadre de la stratégie de renforcement du corps de bataille de l'armée nationale populaire. Outre l'inauguration de la corvette Raïs Hassan Barbiar et de la nouvelle plateforme pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs, le général de corps d'armée a inauguré la compagnie d'approvisionnement en produits pétroliers dont la réalisation en tant qu'unité de soutien entre dans le cadre du plan de développement de la chaîne logistique de l'armée nationale populaire et qui se caractérise aussi par la souplesse d'utilisation qui lui permet d'assurer les missions de transport, de distribution et de stockage du carburant ainsi que l'analyse et le contrôle de qualité. Une nouvelle réalisation vient enrichir la liste des infrastructures du service national à Tamanrasset. Il s'agit d'une nouvelle clinique inaugurée aujourd'hui par le général-major Mohamed Salah Ben Bisha, directeur du service national au ministère de la Défense nationale. La clinique est dotée de toutes les commodités à même d'assurer une prise en charge de qualité aux appelés lors de la visite médicale de sélection. Cela en attendant l'achèvement des travaux des autres services qui constituent la chaîne médicale que le général-major a inspectée en compagnie du chef du centre. Il est à rappeler que d'autres bâtiments sont également prévus, ceux de l'accueil et d'orientation, de l'hébergement, de restauration et le bâtiment des loisirs.
Le navire École Soumam 937 a accosté aujourd'hui au port d'Alger après avoir effectué la campagne d'instruction à été 2017 entre le 1er juillet et le 8 août. Le navire École a été inspecté aujourd'hui par le chef d'état-major des forces navales, le général-major Mahfoud Ben Meddah. Cette campagne d'instruction qui a duré 38 jours dans 23 de navigation et 15 jours d'escale au niveau des ports étrangers a permis aux 116 élèves officiers de carrière de compléter leur cursus de formation en appliquant les connaissances théoriques acquises à l'école supérieure navale et d'évaluer leur adaptation aux conditions météorologiques réelles et connaître les conditions de vie à bord et aussi de maîtriser les différents types d'armements et instruments installés sur ce navire-école. Un acquis économique d'importance et pourtant il reste sous-exploité. Il s'agit de l'abattoir régional des viandes rouges de Hassi Bahbah. En visite dans la région, le ministre de l'Agriculture mécontent s'est montré très ferme envers les promoteurs de ce projet. Karim Haïfa. De 80 000 hectares il y a à peine 5 ans à 200 000 hectares de terres irriguées cette année, la wilaya de Djelfa connaît un essor indéniable dans la culture maraîchère, avec une production de fruits et légumes en nette augmentation. La production augmente d'année en année, une production qui doit être stockée dans des chambres froides. Maintenant, il est impératif que les autorités concernées pensent à faciliter la tâche aux investisseurs qui veulent réaliser des chambres froides. Autre spécificité de cette wilaya stépique, l'élevage ovin. Ici, plus de 6 000 tonnes de viande rouge sont produites chaque année, d'où la nécessité de créer de nouveaux abattoirs, à l'instar de celui de Hassi Bahbah, qui n'est pas encore entré en exploitation, suscitant le mécontentement du ministre de l'Agriculture, Abdelkader Bouazgui, qui a appelé les promoteurs du projet à assumer leurs responsabilités et trouver des solutions. Nous allons faire en sorte que l'exploitation de cet abattoir se fasse de façon effective. D'ailleurs, c'est une de nos priorités. Ce complexe de viande rouge a un rôle prépondérant dans l'économie locale en soutenant notamment les éleveurs de toute la région. Il a également un rôle dans la régulation du marché national des viandes rouges. Et devant la prolifération de points de vente illégaux et insalubres de moutons dans la plupart des grandes villes, le ministre a annoncé plusieurs mesures prises par son département pour la création de points de vente dans ces grandes villes avec le contrôle sanitaire des bêtes et des missions dévolues en la matière aux inspections vétérinaires. Concernant les grandes villes comme Alger, Constantine, Oran et Annaba, on s'est mis d'accord sur l'ouverture de 4 ou 5 points de vente dans chacune de ces villes où toutes les conditions d'hygiène seront réunies, à l'instar des services vétérinaires, mais aussi un accès à l'eau et à la nourriture pour ces bêtes. Ce sera donc des points de vente avec des normes bien établies. Quant au reste des wilayas, nous avons contacté les walis concernés pour leur proposer d'installer des points de vente sur leur territoire. Le ministre a par ailleurs souligné que la wilaya de Djelfa est dotée d'importantes ressources susceptibles de lui assurer une diversité économique au titre de la stratégie de l'État visant à trouver des alternatives aux hydrocarbures, notamment par la valorisation des ressources de ce secteur qui peut garantir la sécurité alimentaire du pays. Réfection des routes communales au programme de la direction des travaux publics à Sidi Bel Abbès. Tessala est la première commune concernée et il y a beaucoup à faire, nous dit Abdelmajid Ben Qassi. Cap sur la réfection des routes en cette période estivale, cela se passe dans la localité de Tessala, située à quelques 15 km au nord-ouest du chef-lieu de Wilaya Bel Abbès. Une petite bourgade qui avait réellement besoin d'un nouvel asphalte pour ses chaussées, au grand bonheur des automobilistes. Je pense que la neuf en cours de réalisation. C'est vrai, il y a بزاف تاع travaux هنا في بلعباس. ماذا بينا حتى حنا يسقدوا لنا الطريق ماذا بينا صافي بليزير. Une opération qui avance et pour laquelle une enveloppe est dégagée pour Tessala en attendant la suite du programme de réhabilitation
qui touchera plusieurs autres communes. Avant le début de cette opération, nous étions obligés d'attendre l'achèvement des travaux de VRD pour lancer les travaux des routes de Tessala, ensuite d'autres localités de la wilaya suivront. Une bonne chose pour cette wilaya agricole, pour des travaux attendus depuis longtemps. Direction à présent Taman Rasset pour parler des transports, un secteur complètement désorganisé dans cette wilaya. La prolifération des taxis clandestins, par exemple, est un véritable fléau. Ces taxis échappent à tout contrôle. Les chauffeurs de ces taxis activent en toute impunité et pratiquent les prix qui les arrangent, au grand désarroi des usagers. Menel Boutouaba. À Taman Rasset, les taxis clandestins règnent en maître absolu et pour cause, le transport urbain et suburbain est quasi inexistant. Ici, il n'y a plus de bus, les taxis sont très peu nombreux et n'arrivent plus à satisfaire la demande croissante. Ces clandestins, appelés communément le fraude, ont profité de la situation pour faire la loi au vu et au su des autorités locales, impuissantes face à leur prolifération. Combien vous coûte un taxi fraude? 100 dinars. Et combien vous coûte un taxi régulier? 80 dinars. Ils stationnent juste devant nous, prennent nos places et nos clients devant nos yeux, mais on ne peut rien faire. Les commissions spécialisées au niveau de la direction des transports font ce qu'elles peuvent pour sanctionner ces taxis clandestins. Ici, nous sommes au siège de la société de transport urbain et suburbain de Taman Rasset qui ressemble plus actuellement à une fourrière. Sur les 10 bus acquis, 9 sont en panne. Leur réparation reste impossible pour le moment par manque de pièces détachées. Ce garage, destiné à l'entretien des bus, est devenu un entrepôt où sont entassés des produits chimiques hautement toxiques et que personne ne veut récupérer. La société n'a actuellement aucun plan de transport et les travailleurs sont en situation de chômage forcé après seulement 5 années d'activité dans une wilaya où l'absence d'investissement privé dans le secteur du transport reste injustifiée et les déclarations totalement contradictoires. Les 10 bus lors de l'acquisition fonctionnaient parfaitement, mais au fil du temps, ils sont presque tous tombés en panne. Nous avons envoyé plusieurs correspondances pour signaler ces déchets toxiques dont on ne sait plus quoi faire. Regardez ces fosses où on est censé procéder à l'entretien des véhicules. Franchement, vous pensez qu'on peut travailler ici et dans ces conditions ? On va quand même pas tuer des gens, sachant que pour l'entretien d'un bus, ça coûte une fortune en plus. Ça peut atteindre les 18 voire 20 millions par mois. Si les autorités veulent vraiment lancer ce secteur sensible, ils doivent lui aménager un siège digne de ce nom, comme toutes les autres wilayas, avec un espace réservé à la mécanique, au lavage, au stationnement. Donc pour lancer ce secteur, il faut de la qualité et lui désigner un responsable de manière officielle. Celui qui veut investir dans le secteur du transport, les portes lui sont grandes ouvertes. En attendant de mettre de l'ordre dans tout ça, la société de transport agonise en silence et l'anarchie règne dans la ville. Et pour terminer ce journal, nous retournons à Ehat-Toussen. Nous en parlions hier dans ce journal à l'occasion du festival de la Forge. L'histoire de ce village de Bouzguen reste en effet intimement attachée à la forge, aux forgerons et au chiffre 7. Une histoire que nous raconte ce soir Yazid Toumert. Reportage. Ici, à 1 kilomètre de la ville de Bouzguen, dans la wilaya de Tizi Ouzou, on rend hommage aux forgerons et on restitue un métier millénaire. Un métier qui a donné son nom à ce village, Ehat-Toussen Sevazbari, ou 7 enclumes. 78 نكذب هذا قام اسمه حد يموت 98 فطفى مضيقس يسطيف خدمة لي سيرجوا خدمة لي راشكلو خدمة ثيوزر نسيتو قمنا كنفاضوط. L'association Sevazbari, elle fait de son mieux pour activer, pour réhabiliter le métier de la forge. Parce qu'il est en voie de disparition avec l'automatisation et avec la cherté des matériaux pour l'exploitation de la forge.
C'est là que le premier forgeron est sorti. Nous, on l'appelle Tahanous Tejmaat, c'est un centre de formation qui jadis formait des forgerons. À chaque formation, il formait 7 forgerons. Ça a une signification. Il formait 7 forgerons. À la fin de la formation, chacun il prend son enclume, il va travailler dans une région. La forge, qui jadis symbolisait l'abondance, subit aujourd'hui les contre-coups de la modernité. ما يقدرش بصح ثوره ودقيمه ولا شنو يحكموا اما مثلا كنا خلاص عذر ما تذكرين كي قاين نصحفظ مدان لا نصحفظ لي جون نقول نخدم نورمال Ayazil, Tismirt, Fegelzims, El-Qouz, autant d'outils que le maréchal Ferrand et le forgeron Dehattosen ont façonné pour soutenir l'économie rurale. Une économie en expansion au début du siècle dernier. Ahitos est la parfaite illustration d'une génération d'Algériens qui ont honoré une région, un pays dans la dignité. Tous nos forgerons qui se trouvent aux 4 coins du pays, ils sont venus et ils ont fait des expositions, ventes, etc. Et nous continuons toujours à accorder une considération pour cet événement que nous avons dans nos cœurs. Quoique ce métier il a tendance un petit peu à disparaître, mais nous voulons en quelque sorte réhabiliter ce métier par la création d'une forge. Et nous comptons même créer un centre de formation qui permettrait aux gens d'apprendre ce métier. 7 enclumes, 7 forgerons, 7 ateliers, un chiffre présage de bonheur et symbole de la réussite de toute une lignée des Hittosen. Le premier forgeron, il est venu ici, c'est une terre qui appartient un peu au village qui est derrière moi, Sidi Moussa. Donc il a été accueilli par les gens de Sidi Moussa qui lui ont offert ce terrain ici pour bâtir cette forge. Pourquoi? Le forgeron, c'est lui qui apporte, si vous voulez, la vie à l'économie rurale. C'est lui qui donne un peu vie à l'agriculture. D'ailleurs, quand il dit le forgeron, la forge, c'est le fer et le feu. La fête de la forge, un clin d'œil à ceux qui tissent les mots et ceux et celles qui honorent une Méditerranée millénaire. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. La tournée du ministre des Affaires étrangères au Moyen-Orient, Abdelkader Msahel, a remis à Manama un message du président Bouteflika au roi du Bahreïn. Avant Manama, le chef de la diplomatie algérienne avait transmis à Barded un message du président de la République à son homologue irakien Fouad Ma'soum. Au 3e jour de sa visite au niveau de la 2e région militaire à Oran, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a notamment supervisé l'exécution d'un exercice de tir avec missiles mer-mer. Le grand problème des transports à Taman Rasset, nous nous sommes intéressés ce soir à la prolifération des taxis clandestins qui échappent à tout contrôle. Nous étions aussi ce soir à Ihatoussen pour reparler de la forge, des forgerons et de l'histoire de ce métier dans la région. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe. Pour les éditions du week-end, retrouvez Friel Assari et Flabraz. Merci pour votre fidélité. Passez une très bonne soirée.